Webinaire donc du syndicat départemental d'énergie, donc dédié à l'éclairage public. Voilà, donc conjuguer sobriété énergétique, préservation de la biodiversité et valorisation de nos communes d'Ille-et-Vilaine. Un programme qui peut paraître simple, mais qui n'est pas forcément voilà, dans l'application. Et juste pour vous préciser le déroulement et la présentation. Donc on va commencer, voilà, on va faire un petit rappel historique, très très rapide, hein, je ne vais pas vous inonder de choses historiques. L'enjeu n'est pas là. Par contre, les enjeux environnementaux, eux, seront abordés puisque ça fait quand même partie de pas mal de questionnements autour de l'éclairage public. Vous reprécisez effectivement après ce que le syndicat d'énergie voilà, peut apporter au service de l'éclairage public pour vos collectivités, la gestion du quotidien pour les communes en transfert de compétences, et effectivement après voilà, on finira par toute la gestion maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre qu'apporte le syndicat pour les collectivités en transfert. Hop. Allez, donc pour commencer, un peu d'histoire, hein, c'est vraiment un rappel contextuel de l'éclairage. Je ne suis pas un historien, c'était juste une petite frise chronologique pour rappeler que l'homme a vécu pendant une grande partie de sa vie sans éclairage public. Voilà, c'est aussi de rappeler que la première phase de non-consommation et de préservation de la biodiversité, c'est de ne pas éclairer. Et que l'être humain, voilà, il a vécu pendant des siècles sans l'éclairage. Mais bon, voilà, l'éclairage est né pour des raisons diverses et variées. Et ça a commencé, effectivement, ça nous ramène au XIIIe siècle, donc sous Saint-Louis, pardon, qui est sur Paris. Les quais de Paris obligeaient en fait chaque bâtiment à être éclairé pour des questions de vol. Voilà, donc les questions étaient déjà là à la base, mais il y avait quelques petits sujets, puisque à l'époque, c'était des pots à feu, et comme leur nom l'indique bien, c'est que ça prenait feu, et beaucoup de bâtiments ont pris feu avec ces systèmes-là. Bon, je vous passe après tous ces enjeux, mais juste pour vous préciser l'autre bout de la frise, où en fait, pendant une grande période, 19e siècle, en fait, c'est l'avènement de tout ce qui est lampes incandescentes et tubes fluorescents. Voilà, donc l'électricité et l'éclairage s'est démocratisé sur le siècle dernier. Et plus récemment, ce qui nous occupe là actuellement dans la grande majorité de nos programmes de rénovation, c'est l'avènement des lanternes LED dans l'éclairage public qui date effectivement des années 2010 avec une vraie intégration de ces technologies pour l'éclairage public, on va dire à partir de 2015-2016. Voilà, au début, c'était un peu d'expérimentation, et maintenant, voilà, ça s'est vraiment démocratisé. Donc, juste rappeler le contexte. Parfois, quand il y a des pannes d'éclairage, juste de rappeler que on a vécu pendant des années sans et qu'on pouvait le faire, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour pas mal de raisons. Voilà, c'était ce petit focus historique. Tout ça pour nous emmener maintenant plutôt sur les enjeux, s'il veut bien faire ce que je veux, voilà, sur les enjeux plutôt environnementaux liés plus spécifiquement à l'éclairage public. Alors, de rappeler qu'effectivement, je vous précisais que la LED fait partie maintenant de l'environnement global de l'éclairage public et de notre quotidien, même dans les bâtiments. L'avantage de la LED par rapport aux anciennes technologies, c'est qu'on a une grande efficacité énergétique. Donc, en gros, on a pour un watt consommé, en fait, on a une efficacité lumineuse qui est beaucoup plus importante que les anciennes technologies. Mais en fait, elle a une contrainte, cette technologie, c'est sa présence d'une pointe de spectre dans le bleu. Voilà, donc ce que vous voyez sur votre droite, en haut à droite, c'est la décomposition des températures de couleur. Alors, on entend souvent parler de blanc chaud, de blanc froid et de blanc très froid. Voilà, vous avez une courbe. Donc, le blanc froid, c'est 6400. Enfin, là, même très froid, c'est 6400. À titre d'exemple, un stade de foot est éclairé en 5700. Et effectivement, nous maintenant, voilà, on éclaire plutôt avec la LED autour des 3000 Kelvin parce voilà, c'est un arrêté, on n'a pas le droit d'éclairer à une température plus élevée. Et au syndicat, on a décidé de prendre 2700. Alors pourquoi ce 2700 et pourquoi ce 3000 aussi historiquement? C'est que vous voyez, en fait, vous avez deux courbes de décomposition spectrale. C'est que plus vous abaissez votre température de couleur, plus le pic de bleu est limité. Alors,
Pourquoi limiter ce pic de bleu? C'est qu'effectivement, c'est un perturbateur du cycle circadien, c'est-à-dire que ça empêche de dormir et ça perturbe énormément la biodiversité. Par contre, voilà, donc on pourrait se dire pourquoi on n'éclaire pas en 1800? C'est que pour éclairer en 1800, on est obligé de rajouter du phosphore pour limiter le spectre. Voilà, donc on va dire qu'on gomme quasiment la totalité du spectre bleu, mais par contre, on a une surconsommation. L'ajout de phosphore sur les diodes électroluminescentes, en fait, fait que pour 1 watt consommé, en fait, le flux lumineux, lui, diminue par effet physique, en fait, de cette couche de phosphore qui augmente. Et de rappeler effectivement que quand on parle plus généralement de la lumière bleue, effectivement, ça empêche nos enfants, en regardant des écrans, de s'endormir plus facilement le soir. Pour continuer effectivement tous les aspects, on va dire, un peu réglementaires et autour de l'éclairage public. Donc nous, dans le domaine de l'éclairage public, on dépend de plusieurs législations, dont les plus impactantes sont la loi du 18 décembre 2018 et la norme, alors EN 13201 et pas 2021 d'ailleurs, c'est une faute de frappe, qui par exemple a dans ses textes spécifié effectivement que les boules, donc nos éclairages boules de beaucoup de lotissements étaient donc interdits à partir du 1er janvier 2025. On est en mois de juin 2026, il nous en reste quelques-unes, pour une raison très spécifique, c'est qu'il faut arrêter d'allumer au-dessus de ce qu'on appelle l'azimut de la lanterne, vraiment éclairer le sol et arrêter d'éclairer la totalité à 360 degrés. Sur la droite, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la chance aussi en Ille-et-Vilaine d'avoir un observatoire qui est astronomique, qui est référencé nationalement et qui est inscrit aussi en annexe de la loi du 18 décembre 2018. C'est l'observatoire astronomique de la Couillère, voilà, donc qui fait quelques manifestations et c'est toujours intéressant. Et ça nous crée aussi d'autres contraintes plus spécifiques autour de ce site pour intégrer effectivement de limiter les nuisances lumineuses pour l'observation astronomique, pardon. Côté nuisances lumineuses, citer aussi quelques petits exemples pour vous comprendre un peu la problématique de l'intégration de la lumière et de la faune nocturne. C'est qu'effectivement, j'ai appris quelques exemples. Le premier qui est les batraciens qui font que quand on éclaire à plus de 5 lux un espace, en fait, ça fait carrément une barrière spécifique. Enfin, voilà, c'est comme si c'était un mur pour le batracien. Donc, on va dire, ça les empêche de migrer où ils ont envie et d'évoluer comme ils le veulent. Voilà, donc ça peut être une vraie problématique. On a effectivement, des écologues recensent beaucoup de troubles aussi de reproduction de certaines espèces. Alors, évidemment, tout ce qui est lucioles avec toutes les guirlandes qu'on voit fleurir à droite à gauche dans les jardins qui reproduisent un peu, c'est le petit côté sympa des guinguettes, mais effectivement, ça peut troubler effectivement et faussement dérouter les lucioles dans leur phénomène de reproduction. Des troubles de comportement, on va dire alimentaire. Il n'y a pas que chez l'être humain aussi, et des troubles de comportement aussi et de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, les boules et l'éclairage au sens strict, en fait, attirent comme des aimants, on va dire beaucoup d'insectes, créant beaucoup de surmortalité. Ça peut, par dérive aussi, certains écologues parlent de ça, c'est qu'effectivement, les chauves-souris aussi, il y a un petit peu un effet McDonald's, c'est que c'est simple aussi d'aller trouver de la nourriture et donc en fait elles volent moins. Alors je ne vais pas parler d'obésité de chauves-souris, mais en tout cas moins de dynamisme. Mais voilà, enfin bref, il y a des vrais troubles. Et en bas à droite, effectivement, c'est des oiseaux migrateurs. Donc là, on revient à la slide d'avant sur l'éclairage vers le ciel qui peut perturber effectivement toutes les migrations des oiseaux. Donc en fait, voilà, c'est essentiellement ces cas d'école qu'il faut prendre en compte effectivement quand on parle de nuisances lumineuses. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que vous pouvez aussi poser des questions dans la conversation et qu'on y répondra effectivement à la fin de cette présentation. Mais en tout cas, n'attendez pas forcément pour poser vos questions. Toujours on va dire, dans cette partie d'appropriation des nuisances et de l'éclairage public. Donc, le syndicat, lui, que fait-il pour intégrer en fait cette problématique au cœur du traitement des demandes qu'il a et aux réponses qu'on doit apporter aux collectivités?
Donc là, on a été effectivement, on a soumis une candidature au programme LUMACT de la FNCCR et on a eu la chance effectivement d'avoir une étude de pollution nocturne réalisée avec l'aide du Dark Sky Lab et financée par effectivement la FNCCR. Donc, ce que vous voyez en bas à gauche, effectivement, c'est des grappes en fait d'impact et d'identification de nuisances du parc d'éclairage. On a également, alors ça c'est le parc général géré par les collectivités, mais on ne sait pas, voilà, il faut aussi prendre en compte également le parc lumineux du parc privé. Et là, voilà, il y a certains schémas qui nous permettent de dissocier les choses. Et voilà, on verra ça tout à l'heure. Sur la droite, en fait, le Dark Sky Lab, pardon, a fait une rétrospective puisqu'il suit quand même les pollutions lumineuses depuis quelques années. Et vous voyez en fait une évolution on va dire, de la pollution de l'azimut, voilà, de la pollution lumineuse vers le ciel. Vous voyez, ça va de 2014 à 2024 de mémoire. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne prise en compte de ces problématiques-là. Liées également, vous voyez, aux crises énergétiques, puisqu'effectivement, quand on a des crises énergétiques, il y a une tendance à recouper encore plus effectivement l'impact lumineux, qui a une solution tout à fait mécanique et positive vers les nuisances lumineuses. Mais également, vous voyez aussi tout le travail qui est réalisé par le syndicat, par les communes également qui n'ont pas transféré et Rennes Métropole. On voit que voilà, les travaux depuis 2018 d'arrêter d'éclairer vers le ciel font que on voit quand même drastiquement une évolution, puisqu'effectivement on est à 40, ce qui est estimé entre 2014 et 2028, on est entre 40 et 60% l'abaissement de la pollution lumineuse. Alors 40 à 60, c'est pas très précis, mais on reste sur des calculs mathématiques, des évolutions. Enfin, c'est de l'empirisme. On n'est pas tout à fait, voilà, au lumens près. Donc voilà, mais en tout cas, c'est quand même une tendance qui est amorcée et qui pour l'instant continue et sur lequel nous on travaille et on va continuer à la faire évoluer. Justement, pour la faire évoluer, voilà, c'est que fait le syndicat pour poursuivre l'action? Donc, tout à l'heure, sur la slide d'avant, je vous parlais effectivement de l'impact du parc privé. Donc, on a un recensement toujours dans le programme LUMACT qui avait été fait des principaux sites privés ayant un impact lumineux en cœur de nuit et en milieu de nuit. C'est-à-dire que c'est des sites, alors que ce soit des sites industriels, des sites de loisirs qui éclairent avec des halos lumineux très très conséquents. Et ce qui fait que comme on a intégré la gestion, enfin on a donné notre parc lumineux au Dark Sky Lab, il a pu, lui, par effet de comparaison, déterminer certains sites qui restaient allumés alors que nous, on leur a donné les horaires. Donc en fait, ça donnait tout de suite on va dire, un focus sur les bâtiments privés. Donc ça peut être effectivement des zones d'activité, des zones portuaires ou autres. Alors je cite aussi à côté le parc, le PNR de la Rance Émeraude, qui a également, lui, enfin, on a travaillé avec eux en petite partie sur les aspects de l'éclairage. Ils ont pris en compte ces notions-là, effectivement, en limitant les températures de couleur, mais je sais aussi qu'ils ont fait du porte-à-porte aussi, parce que sur la création du PNR, ils ont eu également ce focus-là sur les entreprises privées. Et donc, les personnes qui gèrent ce parc, en fait, ont été voir des privés qui, dans la grande majorité, ne savaient même pas que leur parc était allumé de la nuit. Donc, en fait, il y a énormément, encore beaucoup de pédagogie. Donc, c'est pour ça que je vous invite, même vous, en collectivité, si vous voyez ce genre de choses qui perdurent, même sur vos communes, vous pouvez tout à fait en parler aux propriétaires. Il y a de fortes chances, effectivement, avec le recul que l'on a, qu'ils ne les sèment même pas, en fait. Voilà. Donc, il y a des horaires, des horloges qui n'ont pas été réglées. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, en tout cas, voilà, on est vraiment, nous, on intègre ça dans notre quotidien. On aide effectivement, que ce soit le PNR, les collectivités ou d'autres structures à prendre ces éléments en compte. Et ça fait partie effectivement de l'ensemble, on va dire, de l'ADN de nos études. Plus précisément, là, ce que je vous ai montré, c'est un peu encore un cadre général, mais dans le quotidien précis du syndicat, on a déjà réalisé ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement lumière, donc notre lumineux, pardon, pour toutes les communes en transfert de compétences. Je vais vous faire voir tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais là, en gros, pour chaque commune, vous devez déterminer quel est le niveau de flux à atteindre sur chaque typologie de voirie, mais même intégrer également les notions de ce qu'on appelle charge mentale, c'est-à-dire qu'évidemment que tout le monde comprendra.
qu'il est plus important d'éclairer un centre-bourg ou à proximité d'une école quand on est au mois de décembre à la sortie des classes et qu'il y a besoin et qu'il fait nuit, que dans le milieu d'un lotissement en plein été. Voilà, c'est juste enfoncer des portes ouvertes, mais il faut effectivement définir ces schémas directeurs et bien voir avec les collectivités. On peut déclasser certaines voiries en balisage pour aussi abaisser encore plus les flux lumineux. Donc ça, c'est un échange qu'on peut avoir avec les collectivités. Sachez que pour toutes les communes en transfert de compétences, ces schémas directeurs ont été réalisés. On a également aussi réalisé ce qu'on appelle un schéma de cohérence d'ambiance nocturne, le SCAN. Donc là, on a pris le focus départemental où on a intégré la notion de biodiversité, de vétusté du patrimoine et également on a remis effectivement cette échelle de typologie de voirie. Donc le principe est qu'on a recensé tous les corridors écologiques et on a mis des distances. Donc à moins de 100 mètres d'un corridor écologique, on estime qu'on a un impact fort si on a de l'éclairage public s'il est présent. À plus d'un kilomètre, il y a encore un impact, mais il est moindre. Et voilà, donc on a toute une cartographie qui a été faite. Ce qui détermine effectivement ce que vous voyez sur le focus, c'est que maintenant, le syndicat, on travaille avec deux températures de couleur. Le 2200 quand on est vraiment en proximité à moins de 100 mètres d'un corridor écologique et le 2700 pour les autres projets. Voilà. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, le 2200, on a quasiment gommé l'impact du flux, enfin du spectre bleu, et réduit vraiment l'impact, on va dire, de cet élément vis-à-vis de la faune et la flore. Et on essaye aussi de limiter la quantité de flux, comme je vous disais, si on peut travailler, faire des lotissements à moins de 5 lux moyens, on essaie de le faire et on arrive à le faire. On a également aussi en 2024, fin 2024-2025, remis à jour la charte de l'éclairage public qui datait de 2014 et qui intègre tous les éléments à prendre en compte en fait quand vous faites un dossier de conception de travaux. En tout cas, la vision du syndicat quand vous nous demandez une étude, ce que nous on prend en compte pour réaliser ces travaux, et de préciser effectivement derrière que on a intégré l'ensemble de ces éléments du SCAN et des SDAL de notre cartographie. Là, c'est mes collègues, quand vous faites une demande de travaux, qui ont accès directement à cette base de données et qui peuvent vous produire très facilement, en intégrant ces données, des études. Température, j'en ai parlé. On incite aussi, évidemment, il y a des incitations à la dépose de matériel. Là, je vous engage tous à regarder sur votre collectivité si vous n'avez pas des endroits où en fait vous avez des points lumineux qui sont toujours allumés toutes les nuits. En fait, il n'y a plus personne. Je donne toujours l'exemple d'un bar routier dans une certaine commune qui était, je crois que l'activité avait cessé il y a 5-6 ans et en final, toutes les nuits, on avait un point lumineux qui s'allumait. Voilà. Donc, ça arrive, ça existe. Il y a d'autres programmes, hein, c'est à votre main au niveau local. Il ne faut surtout pas hésiter à nous remonter ces éléments. Et enfin, sur la partie en bas à droite, j'ai rappelé quelques chiffres. Donc, la durée de la nuit, voilà, c'est 4100 heures. C'est-à-dire que si les communes éclairaient toute la nuit, vous auriez 4100 heures d'éclairage par nuit. La moyenne française, elle est à 3274. Et la moyenne des chiffres que l'on a, nous, en gestion sur le syndicat, c'est 950 heures. Donc, ce qui fait que sur la moyenne des collectivités que l'on a en gestion font déjà 70% d'économie d'éclairage par rapport à la durée de la nuit totale. Voilà. Et c'est un principe très, très marqué. Il y a beaucoup de collectivités qui font des coupures, mais le 35 est relativement très en avance dans la durée de coupure, avec une moyenne de coupure à peu près de 21 heures le soir jusqu'à 6h30 le matin. Voilà. Ça reste un fait particulier et beaucoup, voilà, à l'échelle française, il y a beaucoup de coupures, mais pas aussi drastiques. En tout cas, c'est déjà une première réponse de ne pas éclairer et effectivement un moindre impact pour la biodiversité et une économie d'énergie. Attention tout de même à éclairer autant et il faut aussi bien prendre en compte l'usage de vos voiries et parfois il faut savoir rallumer un petit peu pour être conforme au pouvoir de police. Alors là, je vais juste vous préciser, mais de façon très rapide, en fait, en interprétation. Donc, quand je vous parlais de scan et de SDAL, donc là, je vous remets le cas pratique de Pimpon et de Plélan. Donc, en fait, pour chaque commune, nous sommes en capacité de déterminer quelles zones sont en 2200 et en 2700. Les phases de programmation les plus urgentes et les moins urgentes qui impactent effectivement la faune et la flore. Les régimes d'éclairage qui seraient à différencier, partant du principe qu'il est toujours plus simple d'éclairer plus longtemps les axes principaux et plus utiles que certains lotissements.
Et là, effectivement, quand je vous parlais de schéma directeur d'aménagement lumière, c'est toutes les communes. En fait, vous avez une cartographie qui a été réalisée par le syndicat. Alors, ce que vous voyez là n'est pas réellement, enfin, quand vous voyez des flux lumineux, par exemple, sur des traits bleus en 3 luxe, il n'y a pas forcément de présence d'éclairage en ce moment. C'est simplement que si la commune nous demande en fait d'éclairer cet endroit-là, il faudra qu'on éclaire à un niveau de 3 luxe. Voilà. Et donc, ce que vous voyez les ronds, c'est la prise en compte voilà, d'équipements publics, que ce soit des écoles, la mairie, des commerces, parce que on a besoin d'éclairer plus quand vous avez beaucoup d'activités pour faciliter on va dire, pour faciliter la notion de sécurité pour la personne qui, à la fois, elle, marche sur la voirie, mais également aussi pour la personne qui conduit sa voiture. Les phares, parfois, ne suffisent pas et effectivement, on a besoin d'éclairer. Donc, ça, c'était Pimpon et Play-Langrand. Voilà, donc j'ai balayé un petit peu rapidement ces éléments, on va dire, de concept, de biodiversité, d'intégration de ces éléments au sein du syndicat. Si vous avez évidemment des questions, on pourra revenir même après le webinaire. Il ne faudra surtout pas hésiter à nous envoyer des mails de demande. Il n'y a pas de sujet, on pourra venir et vous expliquer notre positionnement sur le système. Le syndicat au service de l'éclairage public, c'est quoi? Donc en fait, le syndicat, à la différence de la partie basse tension, qui est une compétence obligatoire. La compétence éclairage public au syndicat, elle est optionnelle. Donc, c'est aux collectivités de définir si elles souhaitent ou pas transférer leurs compétences. Toutefois, effectivement, quand la compétence est partagée, il y a encore quand même deux strates qui perdurent. Le maire ou la maire et sa commune, voilà, c'est toujours à cet échelon-là qu'est défini les horaires et les lieux d'éclairage. C'est vraiment de la responsabilité du maire de définir quand et où il veut éclairer. Par contre, en transfert de compétences, quand c'est éclairé, c'est bien le président du syndicat qui est responsable voilà, de la qualité de l'éclairement, des niveaux d'éclairement, mais également en fait, de la maintenance. Voilà. Ça, c'est vraiment cette séparation de responsabilité. Voilà. Le transfert n'implique pas le transfert de police du maire qui reste bien à l'échelle locale. Mais par contre, effectivement, le reste, c'est bien le président qui est comptable de la qualité et de la maintenance. De rappeler également aussi que pourquoi le syndicat propose cette mission. Donc, cette mission, elle est proposée parce que dans la mission première du syndicat, qui est de la réduction des consommations énergétiques des collectivités, effectivement, l'éclairage public est un enjeu assez conséquent. Même si, comme je l'expliquais tout à l'heure dans le cas d'Ille-et-Vilaine, on a quand même des coupures drastiques et qu'on n'est pas sur, enfin, si vous comparez des études nationales, on est sur des enjeux autour de 20 à 25% du coût de la consommation énergétique, enfin électrique, pardon, de la collectivité en Ille-et-Vilaine contre 40 au niveau national. Voilà. Et ça, c'est généralement très lié à la coupure. Il y a évidemment, voilà, donc ça, c'est pour ça que ça a été proposé aux collectivités qui le souhaitaient. Les autres, voilà, nos enjeux, comme voilà, c'est l'optimisation des coûts. On gère, nous, nos achats de matériel. On gère effectivement pour vous le respect des normes et l'accessibilité de l'éclairement et effectivement la lutte contre la pollution lumineuse. Ça, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour cela, en fait, juste également pour vous donner un peu où vous vous situez pour ceux qui ont transféré et ceux qui ne l'ont pas réalisé. Donc, en fait, on gère 236 communes et EPCI à l'échelle du département. Ça fait 83 000 points lumineux. À titre de comparaison, pour ceux qui sont sur Rennes Métropole ou qui ont des notions, en fait, on a le même parc à peu près que Rennes Métropole en gestion et eux, ils sont 43. Voilà, donc c'est aussi une particularité. Voilà, et donc ça couvre à peu près 80% des collectivités en dehors de Rennes Métropole. Et de rappeler effectivement que là, sur les chiffres de 2025, on a rénové 3485 lampadaires vétustes et voilà, on a un taux de renouvellement de notre parc de 4,20 puisqu'effectivement, c'est nous qui réalisons les travaux. Pour ce faire, voilà. Donc là, je vous parlais des 236 collectivités. Là, vous voyez effectivement les communes et en transfert de compétences, celles qui ne sont pas, les EPCI en transfert de compétences. Vous voyez, donc ça c'est pareil. Si vous avez des interrogations, la carte est à jour sur le site internet du syndicat et on peut également vous l'envoyer si vous avez des questions à poser à vos collègues qui sont en transfert et pour savoir comment on fonctionne.
Un petit focus aussi de l'état du patrimoine géré. Alors je disais tout à l'heure 83 000 points lumineux, c'était pour aller plus vite, mais effectivement, on a 82 957 points lumineux précisément au dernier export. On a 28 000 pardon, lanternes LED, ce qui représente 35% du parc. Alors, je vais remis le chiffre. On est en dessous de la moyenne française qui est passée à 41 maintenant, avec une accélération. On a effectivement des lanternes solaires. De rappeler qu'effectivement, en transfert de compétences, c'est bien le syndicat qu'il faut consulter quand vous voulez mettre des mâts solaires sur des carrefours dangereux en campagne, sur des abribus. Voilà. On gère également la mise en valeur de patrimoine et les projecteurs sportifs. De rappeler également qu'il nous reste encore 6129 points vétustes à rénover. Donc, on est à 7,38. Il y a encore 3 ans, on était à plus de 10%. Donc, on est dans la bonne démarche, mais effectivement, on a encore, voilà, parmi les vétustes, on a deux gros, on va dire, profils qui nous occupent, qui sont à la fois les lampes à vapeur de mercure et les lanternes boules, qui représentent encore une bonne catégorie du parc, alors que les lampes à vapeur de mercure sont interdites depuis 2015, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus construites. Et donc, elles nous posent vraiment des soucis voilà. Donc, il faut absolument rénover. Et les lanternes boules, là, comme je vous disais, c'est vraiment, on n'a plus le droit de les avoir depuis le 1er janvier 2025. Et donc, on est passé, il nous reste encore 2266 lanternes à rénover sur cette typologie de lanterne. Pour aller plus loin aussi, c'est-à-dire que ce qui est souvent oublié pour les communes en transfert, c'est qu'effectivement, on nous voit pour la maintenance, on nous voit pour les travaux, mais quand il y a transfert, il y a obligation également de gestionnaire de réseau. C'est-à-dire que c'est bien le syndicat qui gère pour le compte des collectivités en transfert tout ce volet, on va dire, de maître d'ouvrage de gestionnaire. Donc, en fait, on a la charge du géoréférencement des réseaux, la gestion des demandes des aménagements, les réponses aux DT-DCT. On a une base de données éclairage que l'on doit mettre à jour. On vous met à disposition un logiciel de déclaration de panne qu'il faut également mettre à jour, optimiser et retoiletter. Et effectivement, on gère la gestion des sinistres et des vols voilà, pour les collectivités. Donc, je vous redonne voilà, les chiffres clés des demandes d'intervention que l'on a eues sur 2025. Donc, 2668 demandes d'intervention, dont 22 dossiers de sinistres et de vols. Et enfin, le dernier chiffre, histoire d'avoir le jamais 203, 9884, voilà, c'est les demandes et réponses aux DT-DCT qui ont été traitées par le syndicat l'an dernier. Voilà, donc bien intégré qu'effectivement, par exemple, le géoréférencement qui était obligatoire pour toutes les collectivités, c'est bien le syndicat qui a pris ça sur son budget pour répondre à cette obligation légale pour les communes qui étaient en transfert. Et pour continuer, on y reviendra tout à l'heure, qui est sur une partie plus dédiée sur ce plan de priorisation. Et ça sera Jean-Charles Marie qui pourra vous expliquer ça plus précisément. Donc, le syndicat a voté en fait sa nouvelle stratégie de déploiement et de rénovation et de gestion de son parc d'éclairage public. Avec un mot d'ordre qui est investir où ça a le plus de sens, c'est-à-dire que voilà, supprimer le patrimoine vétuste, prendre en compte la maintenance et voilà, reprendre en compte la biodiversité. Historiquement, effectivement, le syndicat, on attendait, enfin les collectivités nous soumettaient leurs demandes, on faisait les travaux. Et c'était le principe qui a toujours existé au syndicat, sauf qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a encore des quartiers vétustes et pas forcément toujours des demandes sur ces zones-là. Donc là, maintenant, on va investir vraiment et on va aller relancer ces collectivités pour aller vraiment sur ce qui est le plus vétuste, parce qu'en fait, on ne sait plus, enfin voilà, c'est d'un point de vue de maintenance et d'un point de vue sécurité, ça devient très compliqué de gérer ces 6129 points lumineux qui sont vétustes, comme j'ai précisé tout à l'heure. Et on y reviendra plus précisément après. Alors, l'éclairage public au quotidien, juste voilà, pour représenter le service tel qu'il va être, alors non pas maintenant, mais à partir de l'an prochain, on renouvelle notre marché suite à un audit interne qui a été réalisé sur l'éclairage public avec des remontées de beaucoup de collectivités. On a essayé de prendre en compte l'ensemble des demandes pour répondre au mieux aux attentes de terrain, avec effectivement un but de limiter l'impact budgétaire sur la part fonctionnement.
qui était remonté assez drastiquement. Donc effectivement, nous, on avait un système qui imposait des passages systématiques tous les 2 ans et du relampage tous les 6 ans. Enfin bref, avec beaucoup de choses qui étaient très confortables, on va dire, d'un point de vue maintenance, mais qui n'est plus réellement ce que recherchent les collectivités. Donc il a fallu qu'on arrive à trouver une cote entre l'attente des collectivités, mais également les besoins, on va dire, de maintenir un service opérationnel et prendre en compte les problématiques de maintenance. Donc sur le prochain marché, effectivement, on aura un passage systématique tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans. On aura une vérification du bon fonctionnement des parties, le remplacement des sources lumineuses HS par des ampoules LED et effectivement les vérifications des armoires au titre réglementaire. Et par contre, effectivement, tout ce qui était lavage de mâts et tournée de nuit, effectivement, seront sur option, sachant que ça fait déjà un petit moment que le lavage des mains, on ne peut plus le réaliser compte tenu de certaines dispositions. Enfin, on les prévoyait généralement l'été, mais effectivement, parce que c'est la période creuse pour l'éclairage, mais ça correspond évidemment aux périodes les plus sèches. Et là, je pense qu'en ce moment, on le voit tous, et qu'on a beaucoup de restrictions d'eau, donc c'était un petit peu compliqué de mutualiser. Donc, on reste encore sur demande pour certaines collectivités, si elles le souhaitent, mais en tout cas, ça ne sera plus intégré systématiquement à la maintenance préventive. On reste bien évidemment également sur une maintenance corrective, c'est-à-dire qu'en cas de panne, il y a 3 niveaux effectivement d'intervention pour le syndicat. Il y aura 1 mois pour la résolution des pannes, délai réduit à 72 heures. Historiquement, avant 2022, il y avait, pour ceux qui étaient déjà en transfert, il y a eu un travail sur ce qu'on appelait les points dits sensibles. C'est-à-dire qu'un pôle lumineux qui est en panne, et qui n'est pas dans un quartier sensible, effectivement, on a estimé, au vu des échanges, et les élus ont adopté ça, qu'1 mois pour la résolution de la panne, c'était acceptable. Par contre, on a bien pris en compte que dans certains quartiers qui pouvaient être plus problématiques, dans des carrefours, devant des écoles, ou des choses, on ne peut pas se permettre effectivement d'attendre 1 mois pour qu'il y ait une remise en état. Donc voilà, ça a été proposé à 72 heures. On a la même chose également côté armoire, avec là une obligation de résultat qu'on n'avait pas sur l'ancien marché et qu'on va inscrire dans le nouveau, c'est qu'effectivement, ils avaient 24 heures pour identifier, enfin pour prendre en compte la panne, mais pas forcément pour la réparer. Voilà. Donc là, c'est aussi ça le grand changement sur le futur marché, c'est qu'on a vraiment une obligation de résultat. Et donc là, ils ont 72 heures pour identifier la panne, plus 48 heures pour la remise en service. Voilà. Donc on va dire qu'en une semaine, ça doit être fonctionnel. Sinon, des pénalités s'appliqueront. On restera toujours sur le mode, par contre, d'urgence 3 heures, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez un sinistre, s'il y a quelque chose de dangereux côté éclairage, vous aurez un numéro de téléphone dédié et en 3 heures, ils sont censés intervenir pour mettre en sécurité. Je reprécise effectivement, là vous avez quelques cas un peu particuliers, qu'effectivement ces obligations de résultat seront évidemment exclues les intempéries, les vols et les zones vétustes de ces obligations de résultat, puisqu'effectivement quand on n'a plus de câbles, quand on n'a plus de lanterne, on n'a plus de masse, c'est un peu compliqué de résoudre ces problèmes-là. Mais voilà, en tout cas, on rentre plutôt dans une obligation de résultat, ce qui n'était pas tout à fait écrit comme ça sur l'ancien marché. Sur la gestion des horaires, des horloges, donc il sera prévu effectivement, comme le marché actuellement, vous aurez le droit à une demande de programmation annuelle et qui sera prise en charge à 100% par le syndicat. Ça, c'est pour que vous permettre de regrouper un maximum d'informations sur un seul et même arrêté. Et voilà, et ça, c'est quel que soit le nombre de festivités que vous aurez à nous déclarer, tant que c'est sur la même demande et la première fois dans l'année, c'est par année calendaire, ça sera pris en charge par le syndicat. Pour le reste, si vous avez des manifestations en plus, en moins, qui n'avaient pas été, ou alors des modifications que vous souhaitez, ça y aura bien une facturation de 70 euros. Voilà, et à 25 euros si vous avez une horloge connectée. Et ça, effectivement, ce que je mets en bas, c'est que on peut offrir, et ça c'est sur échange, n'hésitez pas à nous contacter, on a plusieurs possibilités de pilotage partiel de ces horloges, partiel ou total, avec des solutions qui peuvent être gratuites si vous êtes équipé d'horloge AS4. C'est des applications qui vous permettent de mettre en marche forcée 4 heures. On peut aller jusqu'à de la gestion au point lumineux, on peut faire voilà, on peut faire plein de choses. En tout cas, nous, on vient de lancer un marché qui sera attribué au prochain comité. On aura en plus des prestataires, on aura des horloges connectées qu'on pourra vous proposer pour déployer ça dans vos collectivités. Il faut parler argent. Donc, on parle argent. Évidemment que la compétence éclairage pour les communes en transfert, en fait, s'effectue par des forfaits appelés annuellement de maintenance, qui sont différenciés pour les communes BC et les communes A2 EPCI.
Et voilà, donc vous aurez le forfait LED. Et là, c'est par contre autant ce que je vous ai décrit plus en avant était ce qui va s'appliquer l'an prochain. Autant ça, ces forfaits-là, c'est ce qui s'applique cette année, ces montants-là. Et donc 16 euros pour la LED, 25,50, 150 pour le sportif et le solaire. Ça, c'est pour les B et C. Et 19,50, 30,50 pour les A2 EPCI. Et effectivement, à partir de 2027, va s'intégrer la notion de vétusté. C'est-à-dire que pour aussi inciter et accélérer et finir en fait la résorption de ces problématiques de lanternes vétustes, bah, certaines lanternes vétustes qui nous occupent énormément en termes de maintenance, bah, en fait, voilà, vont coûter plus cher en fait en forfait de maintenance annuel. Et tout ça pour inciter les collectivités à se lancer dans des programmes de rénovation avec le syndicat. Sachant qu'une fois que la collectivité est lancée dans un programme de rénovation, même si c'est pas fait en 2027, c'est fait en 2028, effectivement, ce montant ne sera pas défalqué puisqu'effectivement, on viendra sur les autres forfaits plus en avant. Deux focus également très importants dans ce qui arrive là à partir de l'an prochain, c'est effectivement la fin des lampes à décharge. Donc ça, c'est une directive européenne de 2015 qui avait déjà, même de 2010 je crois, qui avait déjà sonné le glas des lampes à vapeur de mercure en 2015. La deuxième, c'est effectivement 2027, donc pour tout ce qui est lampes à décharge, donc les SHP, les iodures métalliques. On a déjà plus de production de Cosmo White pour ceux chez qui ça fait tilt. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions. On en a qui sont le remplacement des lanternes LED. Maintenant, effectivement, devant nous, on a 53 000 luminaires qui ne sont pas LED, et ça fait quand même plus de 65%. Donc voilà, donc ça, c'est pris en compte aussi dans notre démarche et notre futur marché. Mais pour le coup, on a des solutions qui permettent en fait de passer des anciennes technologies à ces ampoules LED avant de passer aux lanternes LED qui sont encore plus efficaces. Une ampoule LED, vous faites 50% d'économie. Une lanterne LED, vous allez jusqu'à 70 à 80 en fonction des études photométriques qu'on peut réaliser. Toutefois, le bémol est sur la fin des lampes à décharge est plus important sur les éclairages sportifs, puisque là, on n'a pas de source de remplacement. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez des projecteurs sportifs qui claquent à partir de l'an prochain, les ampoules n'existent plus. Voilà, à partir de l'an prochain. Alors, il y a évidemment, je pense, un stock qui va être constitué. Maintenant, on est sur des ampoules qui varient, enfin, qui ont des montants de stock qui sont très, très importants. Autant une lampe SHP, c'est autour des 6 à 10 euros. Une ampoule de stade, ça peut monter pour certains modèles très très chers, ça peut monter jusqu'à 1200, 1300 euros. Donc en fait, les entreprises et les grossistes ne vont pas surstocker ce genre de choses. Donc il y a vraiment un mur de rénovation de ces projecteurs, voilà, sachant que sur le syndicat seul, c'est 1436 lampadaires concernés et c'est 135 communes du département qui ont encore des anciennes technologies d'éclairage sportif. Et voilà, donc ça, c'était le volet effectivement maintenance. Et sur la partie études, travaux, je vais juste faire un focus rapide pour vous rappeler, parce que notamment pour les nouveaux élus, que nous avons des obligations internes, des points durs de délai de traitement de vos demandes. On n'est pas toujours effectivement raccord avec vos délais, vous internes, en tout cas vos souhaits. Mais nous, en fait, on gère à l'échelle départementale et on gère 236 collectivités. Donc, on a beaucoup de demandes et de sollicitations qui arrivent en même temps. Donc, on est obligé de se laisser le temps de répondre. Donc, effectivement, quand vous faites une demande, on a 2-3 mois d'études d'avant-projet. Il faut que vous signiez le document. Après, on lance les études qui sont actuellement contractuellement de 3 mois auprès des collectivités, des entreprises. Il faut qu'on valide, bien voir que les montants sont bons, qu'on achète le matériel, qu'on se fasse livrer et qu'on gère les réalisations des travaux. Ce qui veut dire que, en gros, si vous faites le cumul, il est très simple, c'est qu'entre la demande de la commune et la réalisation et la réception des travaux, il peut se passer un an très facilement et sans perdre de temps. Voilà, donc je tiens à préciser ça. Il y a aussi les missions OPC et SPS qui sont très intéressantes quand vous avez une coactivité ou plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. N'oubliez surtout pas dans vos marchés, vous, d'aménagement, de prendre ces missions-là auprès des maîtres d'œuvre et de souscrire effectivement une mission SPS. Ça aide toujours et ça évite que certains travaux, on ne soit pas informé dès le début et qu'on soit plutôt averti en fin, et ce qui fait que c'est pas forcément très simple pour nous de
de rattraper la chose. J'attire aussi juste un intérêt c'est qu'on n'a pas de matériel d'avance. Voilà, je préfère être très clair là-dessus. Sur 236 collectivités, j'ai 126 râles, je crois, différents. Donc, malheureusement, on a du mal. Donc voilà. Donc voilà, on doit aussi prendre ces éléments d'attente de livraison, de conception. Je rappelle aussi, voilà, ça, j'ai oublié, pardon. N'hésitez jamais quand vous avez une question, je vous remets le lien. Là, c'est l'adresse mail, c'est ep@sde35.fr pour toutes les questions. Maintenance, travaux, voilà, n'hésitez surtout pas. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, effectivement, les travaux du syndicat, ça concerne évidemment la rénovation et l'extension du patrimoine d'éclairage public, mais également les mises en valeur de patrimoine, les installations sportives et le solaire. Voilà. Donc, pour toutes ces questions-là, c'est bien le syndicat qui est votre interlocuteur. Petit focus aussi, parce qu'on a les collègues des effacements de réseau, juste pour vous redire qu'effectivement, il n'y a pas que le syndicat Pôle éclairage public qui travaille sur votre éclairage. Quand on a des problèmes d'effacement de réseau, vous verrez les collègues du service travaux qui, en concertation avec nous, vont réaliser les travaux. Tout ça pour éviter effectivement que vous ayez deux interlocuteurs sur un même chantier. En tout cas, c'est bien c'est bien intégré chez nous, mais voilà, en tout cas, il faut bien comprendre qu'il y a une limite. Si c'est un effacement de réseau, ça ne sera pas le pôle EP, ça sera effectivement bien les collègues du pôle travaux. Je reprécise, je fais aussi deux focus très importants, terrain de sport et phase de lotissement, parce que ça nous occupe souvent, on est souvent oublié. Voilà, c'est pareil, très important. Dès que vous êtes en train de réfléchir vous avez un projet, faut nous solliciter. Même quand vous êtes vraiment au tout début, même si vous pensez ne pas toucher à l'éclairage public, si vous refaites un revêtement complet, même d'un aménagement, il est toujours intéressant que nous, on sache qu'on vous apporte au moins une analyse, si le réseau est en bon état, s'il faut le changer. En tout cas, ça prend du temps. Et quand on nous avertit, alors que les engins de chantier sont en train de faire les enrobés, forcément, dans les lotissements, c'est très compliqué. Voilà. Donc, j'assiste bien là-dessus. Au même titre que n'importe quel concessionnaire de réseau, il faut nous associer dès l'idée pour qu'on puisse vous apporter le meilleur traitement de votre demande. Et maintenant, on va passer, pour finir, donc là, je vous décrivais une fois qu'on est parti en travaux, mais là, en fait, on va décrire comment on y va en travaux. Et ça, c'est ce nouveau plan d'action qui a été défini. Et là, je vais laisser la parole à Jean-Charles Marie. Bonjour à tous, du coup, Jean-Charles Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas, le nouveau directeur général adjoint en charge de la transition énergétique. T'es embêté pour moi. Monsieur, Non, non, c'est en fait, t'as le micro ou c'est moi qui ai le micro? c'est toi. Ok. Pardon, je reviens. Donc, du coup, en charge de la direction transition énergétique, l'idée pour terminer là, ce webinaire et ne pas trop vous assommer avec cette chaleur, je vais quand même vous présenter la nouvelle stratégie du syndicat sur l'éclairage public. Le support de présentation arrive, ne vous inquiétez pas. Il y a eu des investissements conséquents portés ces dernières années par le syndicat et les collectivités. Il y a déjà plus d'une trentaine de communes qui aujourd'hui sont 100% LED, donc c'est celles qui sont matérialisées en vert foncé sur la carte. Il y a aussi pas mal de communes qui ont engagé bon nombre de travaux de rénovation et qui sont déjà plutôt en avant, donc celles qui sont en vert clair. Désormais, le syndicat a besoin, au travers de la nouvelle stratégie qui a été votée par les élus en fin de mandat dernier, là au mois de mars, de prioriser notre action et de concentrer nos efforts sur les parcs un peu moins jeunes, un peu plus vétustes. Donc là, on a un plan d'action qu'on a élaboré. L'idée, c'est pour toutes ces raisons évoquées par Sébastien, de sobriété énergétique en passant sur du LED, aussi de pollution lumineuse en ayant des équipements plus efficaces et mieux orientés. Pour des sujets aussi de qualité, continuité de service, éviter les pannes à répétition, ben on a besoin de rénover ces parcs un petit peu vétustes. Il y a 90 communes qui aujourd'hui viennent d'être ciblées comme prioritaires, ce qui représenterait environ une vingtaine de millions d'euros de travaux sur les 4-5 prochaines années. On voit qu'il y a au moins 6 000 points lumineux jugés vétustes aujourd'hui dans notre base patrimoniale et environ 20 000 points lumineux potentiels qui ne sont peut-être pas encore vétustes, mais qui s'en approchent, où là, des actions de rénovation passeraient par du rétrofit et du relamping. Donc, on voit qu'il y a un investissement conséquent à mener.
à fournir. On a extrait une trentaine de communes pour une première vague qu'on va solliciter là, dès cet été. L'idée, c'est de proposer un programme de travaux sur ces communes-là pour engager la rénovation de leurs équipements, ce qui représenterait 3000 points lumineux. L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre aux attentes des collectivités en dehors de ce programme qu'on juge nous prioritaire. Donc, on verra comment on peut intégrer ça dans notre plan de charge. Les financements du syndicat ne seront pas maintenus sur ces demandes-là pour concentrer nos efforts sur le parc prioritaire. Du coup, la question se pose un petit peu pour les communes, vu qu'on essaie de restructurer un petit peu le pôle et de perfectionner, on va dire, notre organisation. On est en train de décliner bon nombre de modalités d'intervention. On va adresser un courrier à toutes les collectivités là, dans les prochains jours. On va vous réexpliquer un petit peu cette stratégie et nos nouvelles modalités d'intervention et demander à tout le monde de se positionner à la rentrée pour savoir si vous souhaitez maintenir votre adhésion au syndicat pour cette compétence éclairage public. Donc ça, on va demander une réponse pour la rentrée, fin septembre, début octobre dans l'idéal. En attendant, on va commencer à démarcher les communes, la trentaine de communes qu'on a jugées prioritaires, pour perfectionner notre processus. L'idée, c'est de travailler d'abord sur une phase d'étude où on va conventionner avec la commune pour engager les études détaillées et diagnostiques, pour vraiment fiabiliser le chiffrage et le périmètre de l'intervention des travaux qui sera amené de rénovation. Si on arrive à partager le constat de poursuivre l'aventure, on passera en conventionnement aux travaux avec un chiffrage arrêté pour vraiment fiabiliser, on va dire, le processus et qu'il y ait des engagements réciproques, que ce soit du côté de la commune ou de notre côté, pour mener ces travaux-là dans les temps les plus adéquats possibles. Voilà très rapidement sur cette stratégie. Je crois que c'était peut-être la dernière diapo. Je confirme que là, on est rendu à la fin. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y avait une question tout à l'heure, j'ai répondu, j'ai essayé de trouver la réponse, mais depuis, non, c'est bon, pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. On peut se prendre quelques minutes si vous le souhaitez. Alors, dans l'attente, pour ceux qui auraient des questions à poser, je remets, hein, j'insiste, quitte à être très très lourd, mais ep@sde35.fr. Je sais que beaucoup de communes aiment bien avoir des noms d'interlocuteurs directs. Alors surtout, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs directs, mais dans le cadre de l'éclairage, mettez systématiquement en copie cette adresse mail. On a eu quelques personnes en arrêt, d'autres évidemment qui sont en congé. Donc parfois, vous êtes en attente d'une réponse, mais bah, nous, on n'est pas au courant au sein du pôle que vous avez sollicité un des collègues et qu'il n'est pas là. Donc voilà, en tout cas, ep@sde35.fr et voilà, en copie de chacun de vos envois. Et ça sera gage effectivement d'une réponse de notre part. Pour poursuivre, toujours en attendant s'il y a des dernières personnes qui souhaiteraient poser une question, le prochain webinaire aura lieu la semaine prochaine et concernera l'achat d'énergie. Voilà. Donc, dispositif offert du syndicat pour les collectivités. Ça sera même heure, c'est ça, 13h, 14h. Voilà. Et oui, merci. Et donc l'intégralité des replays maintenant sont bien en ligne sur le lien qu'on vous avait envoyé. Voilà, sur le site internet, vous pourrez trouver. Et celui-ci sera normalement replay dès demain ou en début de semaine ou plus tard. Une question pour une demande de transfert de compétences. Sébastien, quelle démarche engager? Eh bien, vous nous contactez. Voilà. Alors, par contre, je vois que c'est la commune de l'Ermitage. Donc, l'Ermitage étant métropolitain, vous ne pourrez pas nous transférer la compétence. Oui, c'est Rennes Métropole qui est compétent. Ouais, tout à fait. Sinon, pour les autres, effectivement, il faut nous contacter. Alors, soit en envoyant un mail à ep@sde35.fr, soit en appelant le syndicat et quelqu'un de chez nous, probablement moi, vous recontacteront. Autre question, subventionnez-vous toujours les programmes de renouvellement des communes non adhérentes? Donc effectivement, il y a toujours des subventions allouées pour les communes qui sont appelées HCCO, donc les hors transfert de compétences, que ce soit pour des opérations d'effacement de réseau ou que ce soit pour des programmes de rénovation que la commune porte elle-même.
quand on n'est pas adhérent du syndicat sur l'éclairage public. Donc oui, il y a toujours des subventions du syndicat. L'enveloppe allouée va être limitée dans les prochaines années du fait des priorités que se donne le syndicat. Et on va y adosser aussi des critères du fait de cette enveloppe restrictive et aussi pour répondre à la stratégie où on a besoin d'aller intervenir sur le parc Vétus. Donc oui, il y aura toujours des subventions, mais dans des conditions un peu plus resserrées que précédemment. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir conclure. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, voilà, donc ep@dse35.fr et on vous répondra, on vous recontactera rapidement. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient en direct et je salue ceux qui seront en replay. Bonne Merci à journée à vous. tous. Bonne journée. Au revoir.